on commence donc avec le sénateur du jour. Bonjour Alain Milon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur Les Républicains du Vaucluse, président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Les sujets sont nombreux. On va commencer par ces questions d'actualité. Ces nouvelles manifestations, on le disait, contre les violences policières hier dans plusieurs villes de France, dont Paris, où certains parlementaires et représentants politiques étaient présents. Des parlementaires présents dans une manifestation pourtant interdite. Est-ce que ça vous choque ? Oui. Oui, à partir du moment où on est parlementaire, on doit respecter la Constitution, respecter ce que souhaite le gouvernement, respecter le confinement et donc ne pas participer à des manifestations interdites. Donc il n'aurait pas dû y aller selon vous ? Non. Christophe Castaner qui a été assez ferme lundi en promettant une tolérance zéro, en annonçant de nouvelles mesures. Édouard Philippe qui hier de son côté appelle au respect et à la confiance vis-à-vis de la police. Est-ce que on est dans un entre-deux de la part du gouvernement ? Non, je pense que le discours de M. Castaner, qui n'était pas mal sur la partie éthique de la police, a choqué beaucoup de policiers et beaucoup de nos concitoyens. Moi, j'ai eu des retours hier matin de concitoyens. Oui, parce que à partir du moment où on demande l'éthique pour la police, on demande la même chose pour ceux qui sont en face de la police. À partir du moment où on dit que certains propos doivent être considérés comme racistes et être punis, on demande la même chose pour ceux qui sont en face de la police. Sinon, s'il n'y a pas d'équité à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir d'éthique. Et ce n'est pas le cas pour vous ? Il y a un peu de poids de mesure ? Ce n'est pas le cas pour le moment. Le sentiment, moi, c'est que j'ai ressenti et que d'autres ont ressenti, c'est que le discours de M. Castaner était orienté dans un seul sens. Et malheureusement, il faut que ce soit dans tous les sens. Ça veut dire qu'il ne défend pas assez la police pour vous, Christophe Castaner ? Il ne doit pas défendre uniquement la police, il doit défendre l'éthique en général au niveau de nos concitoyens. Donc, et quand je dis nos concitoyens, c'est à la fois ceux qui manifestent, ceux qui ne manifestent pas et ceux qui sont dans la police. Ça doit être pour tout le monde la même chose. Autre manifestation hier, cette fois les soignants qui sont toujours mobilisés. Ils étaient mobilisés devant plusieurs hôpitaux de France. Il y a une manifestation nationale qui aura lieu mardi prochain. Vous connaissez bien ce sujet. Je disais, oui. Vous êtes président de la Commission des affaires sociales, vous êtes médecin vous-même. Certains soignants qui demandent à leurs représentants de quitter le Ségur de la santé mis en place par le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne revendication pour vous ou pas ? Les revendications des soignants avant le fait de demander de quitter le Ségur sont largement justifiées à la suite de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de PLFSS restrictifs. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, pardon, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais demander de quitter des réunions organisées pour essayer d'améliorer leur situation ne me semble pas être une bonne solution. Pour vous, il faut qu'ils participent à ces réunions. La politique de la chaise vide, c'est pas la bonne ? Non, ça n'a jamais été la bonne pour personne. Je pense que le ministre de la Santé fait un effort de consultation. On ne sait pas ce qui sortira de ce Ségur. C'est un petit peu le problème. Il ne faudrait pas qu'il soit uniquement hospitalo-centré. Mais tout le temps que les discussions sont en cours, tout le temps que la volonté du ministre affirmée est de faire en sorte que ces discussions aboutissent, on doit participer aux discussions et attendre les résultats de cette discussion. Si, par contre, ce qui est proposé par le ministre ne satisfait pas, à ce moment-là, que l'on manifeste, que l'on dise qu'on n'est pas d'accord, ok. Mais pour l'instant, il faut participer. En tout cas, ce Ségur de la santé qui promet une réforme de l'hôpital, qui promet des hausses significatives de salaire, ce sont les mots d'Édouard Philippe. Est-ce que finalement, ce gouvernement n'est pas en train de faire ce que les autres n'ont pas fait ? Encore une fois, si le Ségur arrive à une réforme uniquement de l'hôpital, il n'aboutira pas au résultat escompté, au résultat souhaité. Il faut que ce soit une réforme globale de la santé. Il y a eu HPST, je vous rappelle, HPST, la loi de Roselyne Bachelot sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Hôpital, Patients, Santé, Territoire, qui était une loi de réorientation et d'organisation du système de la santé sur l'ensemble du territoire national. C'est une loi qui a beaucoup modifié beaucoup de choses et ces modifications étaient à l'époque nécessaires. J'étais rapporteur de la loi, je me souviens bien de ce qui s'était passé avant cette loi. Après, il y a eu la loi Marisol Touraine qui voulait en principe modifier une partie des réformes de HPST. Les volontés exprimées allaient dans le bon sens. Le résultat n'a pas été celui escompté. Et puis Ma Santé 2022, qui n'était pas une loi satisfaisante non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans le système de santé à partir de HPST, la T2A, les ARS, etc. Enfin, la tarification et les agences régionales de santé. Certaines modifications sont maintenant nécessaires. Je pense qu'on ne peut pas simplement envisager que la modification de l'hôpital, sinon on n'aura pas l'objectif atteint.
Et vous pensez qu'une réforme plus large peut avoir lieu? Vous pensez qu'elle doit avoir lieu d'ailleurs? Elle doit avoir lieu. Qu'elle peut avoir lieu, c'est un autre Est-ce que dans le contexte actuel, c'est facile? Non. Non, c'est évident. À la suite du Covid, on va avoir une crise économique probablement importante, malgré les efforts faits par l'Europe et par la France pour aider les entrepreneurs, les entreprises. Cette crise économique va entraîner une augmentation malheureusement du chômage, donc une augmentation des difficultés sociales de l'ensemble du pays. Et ces difficultés sociales vont se répercuter évidemment sur les budgets de la sécurité sociale et de la santé. C'est une obligation. Donc toutes les réformes qu'il faut mettre en place au niveau de la santé doivent d'abord faire en sorte qu'on obtienne une diminution de la charge administrative des personnels soignants. Actuellement, beaucoup de personnels soignants vous diront qu'ils passent une trop grande partie de leur temps dans l'administration et pas assez dans le soin. Il faut qu'ils reviennent dans le soin, il faut qu'on diminue la charge administrative, il faut aussi qu'on diminue la masse salariale de la charge administrative au niveau des hôpitaux en particulier pour augmenter la masse salariale de la charge médicale. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'économies qui ont été faites sur le dos de l'hôpital, y compris de la part de la droite, quand elle était au pouvoir? C'est une évidence que les économies étaient nécessaires. Je vous rappelle quand même qu'en 2008, le déficit de la sécurité sociale était pas loin de 20 milliards. Donc il y avait un milliard d'euros. Il était donc nécessaire de faire des économies. Tout au moins de réorienter le système de santé et de demander au personnel soignant d'avoir une notion de l'économie, ce qu'ils ont maintenant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est redonner du pouvoir médical et faire en sorte que les personnels soignants puissent agir avec un peu plus de liberté sur la base de leurs connaissances, ce qui n'est plus le cas actuellement. Alors la situation s'améliore, en tout cas en France, sur le front du Covid. Le gouvernement qui dit qu'il ne devrait pas prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ? Économiquement parlant, c'est une excellente chose. Du point de vue de la santé publique, M. Delfraissy s'est exprimé aussi la semaine dernière. Il me semble que ça peut être une bonne chose dans la mesure où désormais, contrairement au mois de mars, on sait diagnostiquer le Covid, on sait où il se trouve et on sait le circonscrire. Si on arrive d'une manière systématique à circonscrire les foyers, j'aime pas le mot cluster, à circonscrire les foyers, on n'aura pas de problème majeur. Ce qu'il faut, c'est que dans le même temps, l'ensemble de nos concitoyens respectent ces foyers circonscrits et respectent la distanciation. Ça veut dire qu'avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement et les gestes barrières appliqués par les Français, pour vous, le risque de deuxième vague est écarté ? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'actuellement... Vous qui êtes médecin en plus, est-ce que pour vous, on échappera à la deuxième vague ou est-ce que le risque est encore là ? Je ne sais pas si on échappera ou pas à la deuxième vague. Je sais que le risque est encore là et je sais que pour l'instant, on sait le circonscrire. J'espère qu'on saura le circonscrire jusqu'au bout et j'espère surtout qu'on arrivera à ce que si une deuxième vague arrivait, on sache soigner les patients ou par le vaccin ou par des traitements appropriés. Mais pour l'instant... Ça, moi, je ne sais pas. Les scientifiques nous disent que le risque de deuxième vague est écarté pour l'instant, qu'il n'est pas impossible. Certains scientifiques disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, d'autres disent qu'il n'est pas impossible qu'une deuxième vague arrive. Moi, je ne suis pas au fait de la connaissance scientifique. Ce que je peux dire, c'est que les mesures de distanciation, le masque, ce sont des mesures efficaces et qu'il faut continuer de les mettre en place. Alors, pas de prolongement de l'état sanitaire, a priori, mais en revanche, un texte qui arrive en Conseil des ministres aujourd'hui, qui sera forcément examiné par le Parlement, qui restreint quand même les libertés, notamment la liberté de circulation, le port du masque devrait rester obligatoire dans les transports, qui restreint les libertés pour une durée de 4 mois. Est-ce que c'est un texte que vous soutiendrez ? Oui, enfin, je ne connais pas le texte dans son détail, mais dans son principe, oui, je pense que ce que je viens de vous dire, les règles de distanciation et le port de masque, on devrait en prendre l'habitude. Regardez ce qui s'est passé en Corée en particulier. C'est un pays où finalement, sachant circonscrire les clusters, sachant mettre en place la distanciation, sachant mettre en place les masques, il n'y a pas eu besoin de confinement. Donc si on sait mettre ça en place en France, on n'aura pas besoin de confinement par la suite. Vous présidez, Alain Milon, la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid. Vous allez la présider. En tout cas, elle sera mise en place à la fin du mois. Oui, mais c'est vous qui avez été désigné pour la présider. On a appris hier par le parquet de Paris l'ouverture d'une enquête sur la gestion du Covid. On sait qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas enquêter sur des faits dont s'occupe la justice. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision du procureur de Paris d'ouvrir une enquête ?
Il y a beaucoup de phénomènes bizarres qui sont apparus ces derniers temps. Le premier, c'est la volonté exprimée, semble-t-il, du président de la République de mettre en place une commission d'enquête indépendante. C'est faire fi de l'indépendance du Parlement et c'est faire fi de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Vous lui demandez d'y renoncer à cette commission d'enquête, le président de la République, le gouvernement, elle ne doit pas être mise en place pour vous? A priori, elle ne doit pas être mise en place. Le Parlement est libre. Le Parlement, il y a l'Assemblée nationale qui a sa propre commission d'enquête, le Sénat qui a la sienne. Il me semble que c'est largement suffisant. En tout cas, la Constitution avait prévu la liberté des parlementaires sur le sujet. Je pense que... Et elle est bafouée pour vous? Pardon? Elle est bafouée, la liberté des parlementaires? Par une décision de ce type-là, si elle était prise, oui. Oui, carrément. Ça, c'est un point important. C'est un geste antidémocratique de première grandeur et c'est un geste extrêmement surprenant de la part d'un président de la République. Pour ce qui est de la justice, elle fera son travail. Elle fera son travail à partir de plaintes qui ont été déposées par nos concitoyens. Ça, c'est son rôle. Ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes, Parlement, n'avons pas notre rôle à jouer. Nous le jouerons pleinement. Mais est-ce que ça ne va pas restreindre votre rôle? Est-ce que ça ne va pas vous empêcher de faire tout ce que vous aviez prévu? Absolument pas, puisque le but n'est pas le même. Le but de la justice, c'est d'essayer de trouver des coupables si l'on existe. Le but des commissions parlementaires, c'est d'essayer de trouver les défauts afin de les réparer. Quel est le calendrier? À partir de quand vous allez débuter vos travaux? À partir de début juillet? Vous savez que fin juin, le Sénat va désigner le nombre de parlementaires qui feront partie de la commission. À partir du moment où il aura désigné, les groupes politiques désigneront leurs représentants dans cette commission d'enquête. Et début juillet, la commission nommera son président, ses vice-présidents, ses secrétaires et ses rapporteurs. Et on se mettra au travail immédiatement. Immédiatement, ça veut dire que Édouard Philippe ou encore Agnès Buzyn pourraient être auditionnés dès le mois de juillet? Ça veut dire que Agnès Buzyn, Olivier Véran, Marisol Touraine, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot pourront être auditionnés dans un premier temps, ce qui me semble être... Pas Édouard Philippe? C'est le Premier ministre, pourquoi pas? Mais d'abord les ministres de la Santé. Pourquoi pas le Premier ministre? Loin de là, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas écarté Édouard Philippe. Je dis simplement que nous sommes dans une crise sanitaire et que dans un premier temps, il faut essayer de déterminer l'antériorité de ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là en 2020. Donc d'abord l'audition de tous les ministres de la Santé. D'abord l'audition de tous les ministres de la Santé depuis la loi HPST, mais pas uniquement des ministres de la Santé. Parce que les ministres de la Santé sont toujours accompagnés de conseillers, en particulier du directeur général de la Santé. Et entre Roselyne Bachelot et Olivier Véran, il y a eu différents directeurs généraux de santé et il n'est pas inintéressant de les auditionner eux aussi. L'Assemblée nationale qui envisage d'auditionner le professeur Raoult, est-ce que c'est une possibilité pour vous aussi? Oui. Oui, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faut auditionner M. Raoult seul. Parce que M. Raoult a son expression, il a ses connaissances. Je pense que nous n'avons pas les connaissances de M. Raoult. Donc il n'est pas inintéressant d'auditionner M. Raoult avec en face l'INSERM. Ce serait plus intéressant qu'il y ait un vrai débat de scientifiques au niveau du Parlement et non pas simplement l'audition de quelqu'un qui dit le contraire de ce que peut dire l'autre et qui critique l'autre pour critiquer l'un après. Je crois que si on les met les uns en face des autres, on aura plus de chances d'obtenir quelque chose d'intéressant. Dernière question, il y aura une coordination, un dialogue entre votre commission d'enquête et celle de l'Assemblée ou c'est chacun la sienne? Je pense qu'au bout du bout, il faudra qu'il y ait au moins un dialogue, peut-être pas une concertation, en tout cas pas l'obligation d'avoir un texte commun, mais que chacun doit garder sa personnalité. Vous savez que l'Assemblée nationale est sous la pression permanente des élections et de la population. Le Sénat a cet avantage d'être un petit peu au-dessus et d'avoir moins de pression, et donc de pouvoir travailler plus dans la tranquillité et la sérénité. Allez, on en reparlera bien sûr, Alain Milon. On va passer à ce qui s'est passé hier au Sénat et ce texte sur les violences conjugales. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Et bonjour Steve. Bonjour Oriane, bonjour Alain Milon. Bonjour. Le Sénat qui examinait donc hier un texte sur les femmes victimes de violences dans l'hémicycle.
proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales. C'est l'intitulé du texte qui a été soumis hier aux sénateurs. Alors ce texte est issu de l'Assemblée nationale. Il porte la marque du Grenelle des violences conjugales. Le Grenelle des violences conjugales, souvenez-vous Oriane, c'était cette grande réunion nationale initiée par le gouvernement et Marlène Schiappa à l'automne dernier. Au sortir du Grenelle, Édouard Philippe avait détaillé 30 mesures à adopter pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le texte adopté hier par le Sénat s'inscrit donc directement dans le prolongement du Grenelle, Oriane. Et c'est loin d'être le premier texte qui porte sur les violences faites aux femmes, c'est même déjà le troisième depuis le début du quinquennat. Loi Schiappa de 2018, loi Pradier de 2019, le texte adopté hier vient encore renforcer la répression des violences conjugales. Plusieurs articles viennent notamment alourdir les peines encourues, certains d'entre eux créent même de nouvelles infractions, mais la partie la plus politique de la discussion portait sur un décret pris par le gouvernement il y a quelques semaines, un décret passé dans un premier temps inaperçu et qui a suscité la colère de plusieurs élus de droite comme de gauche. Des associations féministes et des avocats ont également dénoncé un texte qu'ils considèrent comme dangereux pour les femmes vulnérables, Oriane. Et Steve, que dit ce décret ? Il porte sur les ordonnances de protection. Les ordonnances de protection, c'est un outil qui permet au juge de décider de mettre à l'abri une femme victime de violences sans que cette femme ait eu à déposer plainte. Or, avec le décret en question, le gouvernement souhaite imposer à la victime d'avertir elle-même son bourreau, le mari violent, donc par exemple, qu'une procédure est désormais ouverte à son encontre. Et tenez-vous bien, la victime doit avertir son agresseur dans les 24 heures et par voie d'huissier. Écoutez Nicole Belloubet qui justifie cette procédure devant les sénateurs hier. Si la voie administrative était imposée, elle monopoliserait les services de police et les services de gendarmerie pour délivrer des décisions de justice, ce qui ne paraît pas nécessairement opportun dans ce cadre-là. Je pense que nous pouvons arriver à un résultat de même nature et aussi efficace en travaillant donc avec la Chambre nationale des huissiers et avec les huissiers de justice. Et Steve, comment ont voté les sénateurs ? Ils ont voté contre cette mesure. La sénatrice PS, Marie-Pierre de la Gontrie, avait déposé un amendement pour modifier la procédure de signalement. Un policier ou un gendarme sera finalement chargé de remettre la convocation au mari violent, et cela dans les 24 heures après que le juge ait fixé la date de l'audience. Merci beaucoup Steve. Alain Milon, comment vous interprétez ce décret du gouvernement ? C'est une erreur. Je pense que c'est une bourde. Demander à une femme qui subit la violence de son mari d'aller prévenir son mari, je crois que c'est la meilleure façon de la faire violenter une fois de plus. Donc je pense que nos collègues sénateurs et Michel Versier, qui était la rapporteure du texte, ont bien fait de supprimer cette partie qui me semble extrêmement dangereuse pour les femmes. Pourtant, le gouvernement qui fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité, il y a un décalage, selon vous, entre ce qui est dit et ce qui est fait ? Non, je pense que c'est une bourde. Et le problème des politiques, généralement, c'est que quand ils font une bourde, ils ont du mal à la reconnaître. C'est le cas de Mme Belloubet hier, mais je pense que progressivement, le texte adopté par le Sénat sera adopté par l'Assemblée nationale et que ça ira mieux ensuite. Et que pourrait dire merci le Sénat. Du coup, on va parler d'une autre réforme, une réforme que vous connaissez bien, c'est la réforme des retraites. Il y a une petite musique dans la majorité qui dit que cette réforme pourrait revenir, que c'est un problème de calendrier, que ce n'est pas un problème de fond. Est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, ça reste une réforme nécessaire ou ce n'est plus une priorité ? Actuellement, ce n'est plus une priorité. Actuellement, la priorité, c'est la reprise de l'activité économique et la lutte contre l'échec social du Covid. Et donc, il faut à tout prix relancer l'activité économique, éviter qu'on ait un nombre de chômeurs considérable. Et puis, les retraites, on pourra revoir ça dans le temps, plus tard. Pour l'instant, plus tard, ça veut dire après ce quinquennat ? Après le quinquennat, oui. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution que de vouloir réformer les retraites maintenant. Il vaut mieux se consacrer totalement à la lutte contre le chômage et à la lutte pour une meilleure activité économique. Est-ce que vous pensez que c'est une réforme qui pourra voir le jour un jour où, vu la polémique qu'elle a créée, aucun gouvernement, même futur, ne se risquera à la remettre sur la table ? Réformer la réforme ou réformer le projet de réforme, oui, probablement. Il faudra peut-être que ça se voit un jour. Telle qu'elle était présentée, je ne pense pas qu'elle puisse voir le jour. On va parler d'un autre sujet, c'est la dépendance, autre réforme qui est attendue. Et le gouvernement qui envisage de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, la branche perte d'autonomie, pour financer la dépendance des personnes âgées. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Isolément, non.
Isolément, non. Nous avions fait au niveau de la Commission des affaires sociales plusieurs rapports sur la dépendance, dont le dernier de Bernard Bonne, le sénateur Bernard Bonne, qui préconisait un 5e risque, donc la création d'une 5e branche au niveau de la sécurité sociale, donc la mise en place de cotisations pour payer cette 5e branche, mais à côté de cette 5e branche et de ces cotisations, la mise en place d'un système assurantiel obligatoire, solidaire. Donc, si on ne fait que la solidarité par cotisation, ça ne pourra pas marcher parce qu'il faut beaucoup d'argent pour cette 5e branche. Il faut donc mettre les deux ensemble, l'assurantiel et la solidarité par les cotisations. Il est estimé que pour qu'on ait une bonne politique de lutte contre la dépendance et qu'on ait donc quelque chose d'efficace tant au niveau des établissements, c'est-à-dire des EHPAD, qu'au niveau des particuliers, c'est-à-dire au niveau des maisons, quand on laisse les personnes âgées dépendantes chez elles, il faut à peu près entre 15 et 20 milliards par an de plus. On ne peut pas demander actuellement, dans la situation économique actuelle, que cela soit payé uniquement par les cotisations. Donc le système assurantiel doit entrer en jeu, il doit être obligatoire un petit peu comme l'assurance automobile. Et le système assurantiel, les assurances nous assurent qu'elles ont les moyens de le faire pour l'instant. Donc il faut faire les deux pour pouvoir marcher sur ces deux jambes, pour pouvoir obtenir un résultat efficace. Je vous rappelle quand même que le projet de loi organique sur la CADES et le projet de loi simple sur la CADES et sur l'autonomie ne prévoient ce système en prenant une ponction sur la CSG qu'à partir de 2024. Donc bien après les élections présidentielles, là aussi. C'est surtout donc de la part du gouvernement et du président de la République plutôt un effet d'annonce qu'une véritable mise en place d'une politique d'autonomie immédiate. Allez Alain Milon, on va terminer en regardant votre revue de presse, la revue de presse de votre département du Vaucluse avec Steve Jourdain qui revient. Et Steve, à la une de la presse régionale du côté du sénateur, c'est un meurtre toujours pas élucidé qui secoue le département. Oui, à la une de Vaucluse, Matin Alvirino Montero. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans tué en 2019 lors d'un affrontement entre différentes communautés. Les suspects ont été arrêtés rapidement. L'instruction a duré 8 ans, au total 8 ans, mais les proches de la victime attendent un procès. Ce procès ne vient pas, l'affaire n'a toujours pas été portée devant la cour d'assises du Vaucluse. Voilà, tu es en 2009. En 2009, pas en 2019. 2009, oui. 2009. Et on va rester dans le département, hein, Steve, bien sûr, avec le deuxième tour des municipales et ce sondage choc sur la ville de Carpentras. Oui, Carpentras qui rêve de conquérir plutôt le Rassemblement national. Un sondage vient briser méthodiquement les illusions du parti d'extrême droite. Selon un sondage IFOP commandé par les Républicains, le candidat soutenu par le RN n'aurait aucune chance de gagner au second tour. En cas de retrait de la liste LR, les électeurs se reporteraient sur le candidat de gauche et non sur le candidat d'extrême droite. Les Républicains refusent pour l'heure toute fusion avec le Rassemblement national. Alain Milon, vous comprenez ce refus de pactiser avec le parti des Le Pen ? Je suis le président des LR sur le département de Vaucluse, donc ce sondage est particulièrement satisfaisant et je salue ici la volonté de M. Melchior de rester présent au deuxième tour, sachant qu'il arrivera troisième, mais ça empêchera surtout M. Dachenet d'arriver maire de Carpentras et c'est mon souhait le plus intime et le plus fort. Barrage à l'extrême droite. Barrage à l'extrême droite, oui. Ça marche encore, ce Front républicain auprès des électeurs ? Qu'est-ce qu'on appelle Front républicain ? Ce barrage ? Ah oui, non, le barrage, parce que M. Dachenet du Rassemblement national demande le Front républicain aussi, mais à droite, avec l'extrême droite. Oui, non. Tous contre le Rassemblement national. C'est pas tous contre l'Assemblée nationale, puisque M. Melchior se maintient et M. Andrieux se maintient. Donc c'est chacun dans son camp, chacun avec ses convictions, chacun avec ses idées. On parlait des alliances. Merci beaucoup, Steve. Merci pour cette revue de presse. On parlait des alliances. Les Républicains qui ont fait alliance dans plusieurs grandes villes avec la République En Marche. Est-ce que ça, c'est des alliances que vous regrettez ou est-ce que c'est des alliances que vous soutenez ? Quand c'est nécessaire et quand c'est toujours pour faire barrage aux extrêmes, je soutiens sans aucune difficulté. Alors là, dans les villes en question, c'est pas forcément pour faire barrage aux extrêmes, notamment à Strasbourg où il n'y a pas de candidat du Rassemblement national. Non, mais enfin bon, s'il y a un rassemblement d'idées sur la façon de mettre en place une politique municipale, ça ne me choque pas.
Ça ne vous gêne pas que les Républicains qui souhaitent incarner l'alternance en oui, 2022 s'allient avec le parti présidentiel? C'est pas choquant. Je ne connais pas la situation locale, mais disons qu'à partir du moment où on a la même volonté pour la commune, enfin pour la ville en l'occurrence, la même volonté, sensiblement le même programme politique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ça risque pas de brouiller le message auprès de vos électeurs? Nos électeurs militants peut-être, mais nos électeurs tout court, non. Est-ce que ces municipales, c'est un nouveau départ pour votre parti, pour les Républicains? Le cycle de défaite est enfin terminé, dit François Baroin. Il a raison. Moi, avant les élections municipales, j'étais extrêmement inquiet sur l'avenir de ces élections municipales, en particulier dans le Vaucluse, mon département, où je pensais que le Rassemblement national ferait un score nettement plus élevé que ce qu'il a fait. Et donc, ces résultats ont conforté les LR, parce que toutes les communes que nous avions gagnées en 2014, on les a regagnées cette fois-ci, et nous en avons gagné d'autres. Donc non, les LR, dans ces élections, se sont retrouvés localement confortés. Je dis bien localement parce que les élections municipales, ce sont des élections locales, ce sont des élections de personnalités de communes ou de villes, ce ne sont pas des élections purement politiques. Les personnalités peuvent être adhérentes à un parti ou à un autre. Dans le cas, pour cette fois-ci, en 2020, c'est au LR. Donc, nos personnalités locales ont gagné leurs élections. Ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire pour 2022. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement gagner 2022. Il va falloir se battre.